Apéro spécial super team. Les super teams. Les teams super. C'est des équipes super. Les teams qu'elles sont super. Ouais, ça veut dire des équipes super en français. On s'installe tranquillou, petit apéro spécial. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Impeccable. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Qu'est-ce que c'est que ce thème ? On voulait juste discuter ensemble, parce que, comme vous le savez, tout le temps, l'actualité nous traverse, les nuits s'enchaînent, les matchs aussi. Et puis, Prends pas de recul. parfois, on manque de cette hauteur que les super teams peuvent avoir, ou d'autres gens. Et c'est vrai que là, il y a un thème qu'on voulait aborder avec vous, et dont on voulait parler avec Alex. C'est celui des super teams. On va présenter évidemment la thématique, elle est simple. Depuis des années, Alex, on voit des rassemblements. On a été depuis notamment le début des années 2010, ça a été accéléré par tout le processus. Tout à fait, la fin des 2000. Les Celtics de 2007. Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce. Danny Ainge, il nous montre une super team. Hein. Il nous montre une super team, tout à fait. Et on a vu toute une tendance là avec des LeBron, Wade, Bosh de Miami. On a vu les Warriors avec KD qui revient. On a vu l'effondrement de ces Nets avec notamment KD, Harden et Kyrie. On a eu beaucoup de punchline, Alex, sur les Lakers de LeBron, AD et Westbrook. Les Clippers, on va voir ce que ça donne avec Kawhi et Paul George. Et en fait, je trouvais que récemment, il y avait beaucoup de critiques sur le côté « Ah bah tiens, fuck les super teams, vous avez bien vu, en fait, c'est de la merde, ça peut pas marcher. Regardez justement ce qui s'est passé avec Milwaukee, champion, où t'as du Giannis, Middleton, il y a du Jrue Holiday qui est ajouté. » Donc on est d'accord, les Bucks de Giannis, Middleton et Jrue ne sont pas une super team. Non. Et parce qu'il faut définir c'est quoi une super team quand même. Hein. Et on va y venir justement, j'allais te tendre la perche là-dessus. Beaucoup moins de critiques sur ces Bucks-là, sur la dernière finale NBA Celtics, Tatum, Brown et d'autres garçons, face à Golden State, Curry, Draymond, Clay. Donc des produits qui sont draftés, formés, des pépites, des pépinières. C'est la draft le curseur pour déterminer si c'est une super team ou pas. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Exactement. C'est quoi une super team ? Donc dans ce que j'en comprends et de comment les gens voient les choses, une super team, c'est une team... Une super équipe, ok, mais qui est montée de toutes pièces via des signatures ou des trades dans le but de gagner et si possible tout de suite. Il y a un côté, à contrario par exemple des Warriors 2015 et 2016 qui sont champions 2015 et qui vont en finale en 2016, qui sont, ils sont border super team parce qu'il y a quand même 3 joueurs qui vont tout droit au Hall of Fame. Il y a le meilleur shooter de tous les temps, le deuxième meilleur shooter de tous les temps, selon les avis, je suis pas forcément d'accord, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est monté à la draft, c'est construit avec le temps. Les Spurs. C'était le modèle avant. On se posait mais là, dans le cas des Warriors, on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui. Il y a un côté encore plus super team, je trouve, au-delà même de KD, on va en parler, mais il y a un côté encore plus super team parce qu'il y a aussi des histoires de pognon qui rentrent en jeu, où pour garder tout le monde, les Warriors ont une luxury tax à ne plus quoi savoir en faire et tout. Donc c'est bien ça dont on parle, c'est pas forcément des équipes constituées à la draft, ce sont des équipes constituées de toutes pièces à l'instant T pour gagner dans les mois qui viennent. Tout à fait, c'est un peu ça. Super team, donc exemple, vas-y. La super team, c'est ce qu'on appelle, ce qui est directement lié à du tampering et à du clin d'œil. C'est-à-dire que les gens vont tout de suite étiqueter une équipe super team parce qu'il y a des joueurs qui, pendant les matchs, et sur WhatsApp ou sur des réseaux qu'on ne connaît pas, selon Alex, tout à fait, ça n'existe pas. Les gens signent le 1er juillet à minuit 4 parce que ça se négocie en 4 minutes. Pour moi, une super team, ça part du clin d'œil. C'est-à-dire, KD et Kyrie discutent à Team USA et se disent « Retrouvons-nous à Brooklyn ». Surprise générale, ils se retrouvent à Brooklyn. LeBron et AD discutent ensemble, mangent une pizza. La demande de transfert, elle se fait dans les semaines qui suivent. Donc, il y a un côté un petit peu « réunissons nos forces » pour gagner tout de suite. À la différence, tout à fait, pour gagner tout de suite, pour réduire ce temps en effet de construction, parce que la NBA nous montre historiquement qu'il faut plusieurs stars pour gagner les titres. Et donc, à la différence de ces équipes qui essayent de construire from the ground up, donc Boston, Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, auquel on ajoute des petites pièces. Qui parfois, voilà exactement, les pièces, ils vont les chercher dans un trade, genre les Bucks ont mis cher sur la table pour avoir Jrue Holiday. Tout à fait. Mais donc, je crois que les gens n'ont pas le sentiment que les Bucks sont une équipe super team qui a remporté le titre. C'est une équipe qui a une belle histoire parce que Giannis, c'est un pari. Chris Middleton, c'est un pari, un transfert certes, puisqu'il commence à Détroit. Merci Pistons, ouais. Tout à fait. Et après, on va ajouter un petit Brook Lopez ou on va ajouter un petit Jrue Holiday. Et donc, la question qu'on vous posait par rapport à ce titre d'apéro, c'est il y a eu énormément de fuck les super teams là ces derniers mois, quelques dernières années, parce qu'il y a eu des fails monumentaux. Il y a eu beaucoup de détestation.
notamment on le voit même au-delà même des fails, on le voit dès le début en fait. Quand il y a la réunion, ça génère tout de suite beaucoup de détestation. Ouais. Je veux dire, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux au moment des Celtics, donc on va plutôt prendre l'exemple des Heatles. Déjà, il y a The Decision de LeBron, mais même le côté, ce hit là avec LeBron, Wade et Bosh était tout de suite genre un peu l'équipe à abattre de la part des équipes adverses évidemment, mais aussi des fans. Tout à fait. Et j'ai l'impression que le cas Celtics 2007 est assez particulier parce que entre guillemets, il n'y a pas de signature, ce sont 2 transferts. C'est des transferts, ouais. Ce sont des transferts, donc quelque part, il y a eu un gros boulot qui a été fait de la part de Danny Ainge et de Boston à l'époque pour essayer de mieux entourer Paul Pierce, un produit formé sur place. Wow. Donc les gens ont tendance à dire, c'est pas une Golden State qui arrive, c'est pas une Miami avec LeBron qui signe, et c'est pas une Nets avec les autres garçons. Et donc, je crois qu'on est d'accord, Alex, pour que l'histoire... ce que l'histoire nous montre, c'est qu'il faut des stars pour y arriver. Mais superstars. Des superstars, exactement. Ouais. Mais dans cette ère de la toute information, et où on se demande comment est-ce que les joueurs font pour se rassembler, est-ce qu'on va pas avoir un changement aussi dans les mentalités en NBA, où des managers vont dire « Ok, on aime bien les rassemblements, mais on voit que ce qui marche surtout, c'est de bien drafter et bien former, quoi. » Ah ouais ? Ah, je crois pas, moi. Je pose la question. Moi, je pense pas. Enfin, je dis pas qu'il y a les équipes... Il y a des équipes qui vont continuer. En fait, ça dépend déjà du management, de comment ils se positionnent par rapport à comment tu construis une équipe pour aller au titre. Puisque... Normalement, tout general manager normalement constitué a pour but de construire une équipe qui va aller le plus loin possible, et le plus loin possible, c'est quand même de viser à un moment ou un autre la bague. Quand tu draftes haut, tu te dis oui, je vais construire autour de lui et tout. Les équipes qui n'ont jamais besoin d'un trade pour finaliser une belle construction et qui vont au bout, je veux bien qu'on m'en cite, moi j'en connais pas. Répète. Des équipes qui, tu vois, on parlait du cas des Bucks dans les champions récents, ou des Warriors ou des équipes comme ça. Les Warriors, en 2015, on les considérait pas vraiment encore comme une super team. Oh. Ils ont gagné avec leurs gars draftés. Bon, ils avaient ramené un petit Godola, c'est pas anodin, hein, mais c'est pas une superstar. Sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aussi avoir des constructions hybrides. T'as ceux qui misent vraiment que sur le développement de jeunes, t'as ceux qui misent sur le développement de jeunes et qui, à un moment donné, font péter le trade qui change tout et qui les positionne différemment. Ça, on le voit beaucoup et on l'a toujours beaucoup vu et on le voit encore plus maintenant. Je pense par exemple aux Suns, Chris Paul, tu vois le trade de Chris Paul, t'as une équipe des Suns qui montait un peu en régime avec un Booker. On sait bien que la signature, le trade de Chris Paul où ils envoient Rubio et Kelly Oubre Jr. en échange à Oklahoma City est un trade qui fait passer un cap à une équipe qui avait déjà une belle base, mais on n'a jamais parlé de super team. Non, et d'ailleurs là, vas-y, finis. Aujourd'hui, est-ce que les Suns qui viennent de recommencer en rajoutant Kevin Durant, est-ce qu'aujourd'hui, par contre, on parle pas d'une super team à Phoenix quand même ? Moi, à titre personnel, je la mettrais pas dans la catégorie de super team parce que on est sur un Devin Booker de base où autour il y a eu des éléments qui ont été pris, tentés d'être développés et pour ensuite les échanger. C'est-à-dire que si Kevin Durant il est signé à la free agency, c'est une super team. Tu envoies Mikal Bridges et Cam Johnson en échange, c'est du produit local que tu échanges contre Kevin Durant. Donc les Lakers, quand ils font venir Anthony Davis, c'est un trade aussi. Tout à fait. Donc ils envoient quand même je sais pas combien de picks, plus Brandon Ingram et je sais plus exactement, Josh Hart, il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc c'est pas une super team. Non, parce qu'en fait à ce moment-là, lorsqu'il y a eu le transfert, on a trouvé que c'était une magnifique réunion, mais là où les gens ont commencé à péter des câbles, c'est que d'ailleurs les gens qui parlent du titre 2020... Je crois pas que le titre 2020 on dise que c'est une super team. C'est un excellent duo autour desquels il y a eu des role-players, KCP, Rondo, etc. qui ont fait le boulot. Mais lorsqu'on a vu notamment le trade qui a été fait pour essayer de récupérer du Russell Westbrook, de par le standing de Westbrook, il y a eu le côté association de multiples Hall of Famer. D'accord. Je crois que c'est ça en fait. Et je suis d'accord, il n'y a pas de règle prédéfinie. T'as raison de poser la question, c'est que c'est difficile de savoir qui est quoi. Mais quel est le curseur ? À partir de quand tu dis c'est une super team en gros ? Et le curseur. Pour moi les Suns, et ça me fait pas forcément, je sais pas si je dois être content ou pas content ou quoi, mais pour moi les Suns, ok c'est un trade, mais tu fais venir Kevin Durant en milieu de saison, t'as déjà Booker, Chris Paul et t'as toujours DeAndre Ayton qui est un first pick de draft, et bon voilà, voilà, et pour moi t'es devenu une super team. D'ailleurs, ça se voit dans, je sais pas si tu vas regarder les bookmakers à Vegas, comment les cotes de titres des Suns, elles ont explosé. Tout à fait. Après, entre les cotes et l'étiquette que tu colles à une franchise. Non, bien sûr, mais ça joue. Enfin, c'est lié souvent quand même. Bien sûr. Je dirais que par exemple, tu as Philly, c'est pas une super team.
Non, mais il pourrait le devenir en ajoutant une grosse tête. Il pourrait. Tout à fait. Si t'ajoutes à côté. Genre, imagine, si ça réussit à bricoler, à attacher quelque chose à Tobias Harris, qui a un gros contrat, pour, j'en sais rien, soyons fous, tu vas pécho Damien Lillard, tu vois, genre un truc bien sérieux, quoi. Alors, je pense ça devient que... une super team, quand même. Tout à fait. Et je pense que c'est là qu'on en vient sur un élément clé et qui peut vous faire rentrer, vous les Suns, dans cette discussion-là, c'est que quand LeBron rejoint le Heat, Wade est le meilleur joueur de Miami, LeBron devient le meilleur joueur de Miami. Quand KD rejoint Golden State, Steph est le meilleur joueur de Golden State et ça devient Kevin Durant. Quand tu es Damian Lillard et que tu rejoins Philadelphie, le patron, ça reste Joel Embiid. Donc est-ce que le mec qui reste encore présent là, auquel on ajoute des pièces, tu vois la nuance ? C'est-à-dire, est-ce que le mec qui est déjà présent, auquel on ajoute des pièces, du coup on garde cette structure, alors que je suis d'accord, peut-être que Phoenix, en fait, on se dit, Devin Booker, c'est l'espèce de gars qui est là depuis le début, mais on lui a mis un KD devant, donc en fait, est-ce que c'est une super team ou pas ? Je sais pas. Et alors, donc ça c'est le premier point. Deuxième point qui me fait dire que c'est pas forcément prêt de s'arrêter, c'est que en fait, les règles du salary cap, avec toutes les exceptions qui vont avec, tout ce qui est bird rights, mid-level exception, le minimum vétéran que tu peux ajouter, les buy-out que tu peux gratter et tout est fait pour que, à partir du moment où tu as des proprios qui sont prêts à lâcher du blé, à payer un peu de luxury tax, tu vois, à les titiller les plafonds, les seuils de luxury tax ou quoi, tu as dans les règles contractuelles, dans le CBA de la NBA, tu as la possibilité, si tu es malin et que tu es un bon GM, d'accumuler des très gros contrats. Parce que qui dit superstar, dit gros contrat. Hein. Je veux dire, non mais c'est vrai, tu vois, genre c'est aussi important de voir le côté contractuel. Donc ça, moi, c'est le deuxième élément qui me fait dire que peut-être que côté fan, il y a une certaine détestation qui s'installe. Peut-être aussi qu'il y a un côté genre, ça marche pas les super teams. Non, ça c'est mitigé quand même. Ça, attention, c'est quand même assez mitigé. Je veux dire, les Warriors de Kevin Durant, ils sont 3 ans ensemble. 3 finales, 2 fois champions. Et ils sont pas champions la 3e fois. Kevin Durant se fait le mollet et tout. Enfin, Klay Thompson se fait le genou. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé récemment. Quand même. Bien sûr, mais c'est les Nets là qui font dire ça principalement. C'est Nets et Lakers. Et l'échec Westbrook aux Lakers. C'est Nets et Lakers. Les gens ont vu ça. Et Clippers, je sais pas trop où les mettre. Tu es un petit de côté base. Super team quand même. Hein, ça quand même. Tout le même été. Je suis d'accord. En une semaine, on a la chase pour Kawhi Leonard. Cette espèce de course poursuite. On essaie de se demander où est-ce que son jet atterrit. Et il y a du clin d'œil de Paul George, Kawhi Leonard, on se retrouve au même endroit. Donc, moi, je les considère comme une super team qui devait être le cas. Enfin, en tout cas, ils devaient encore. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné, mais c'est pas fini, peut-être. On sait pas. Hein. Mais moi, si tu veux, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que je suis d'accord avec les points que tu mentionnes, mais quand tu regardes le classement actuel, et quand tu regardes les tendances, parce que la NBA est une ligue de phénomènes, on voit ce qui se passe en années 90, 2000, 2010, etc. Tu vois que Boston est premier de sa conférence. Respecté par beaucoup de gens parce construit que c'est formé à la draft avec des petits ajouts. Les ajouts, c'est pas des superstars. Milwaukee, same shit. T'as Giannis en leader, Middleton, c'est des gars qui sont là depuis longtemps et on essaye de fructifier. Pat Connaughton, c'est un gars qui est là, certes il est passé par Portland, mais c'est comme ça. Denver et Memphis aujourd'hui, c'est du pur local qui est... Voilà, Denver a fait des moves là pour compléter, mais pas avec des superstars. Pas avec des superstars. Tout à fait. Et Memphis est en train de développer son propre modèle qui est... D'ailleurs, c'est ce qui crée la rivalité avec Golden State, où en fait, ils ont dû former à la maison. Et donc, du coup, je me pose juste la question de est-ce qu'on va avoir aussi de plus en plus de GM qui vont se dire ok, très très bien ces histoires de rassemblement de stars parce que ça peut te permettre de te propulser, dans certains cas. Mais tu as aussi des franchises qui vont peut-être se dire attends, de base, ce serait vachement bien qu'on draft de mieux en mieux, parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes, et qu'au lieu de vouloir prendre des raccourcis, ce serait bien déjà d'avoir des bonnes culture, d'avoir des bonnes choses, parce que s'il y a bien une chose que les Nets nous apprennent, c'est que rassembler des stars c'est super, mais si t'as zéro culture, tu vas nulle part. Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour mais donc ça irait dans le sens de genre ouais les super teams, ça va, il va plus en avoir et tout. Moi je crois pas. Je crois qu'il y en a toujours un peu eu. Oui. Et il y en aura toujours. Et par contre, ce que tu viens de dire nous rappelle un truc vachement important et vachement intéressant, qui est que je comprends les gens qui aiment pas les super teams. Je comprends parce que peut-être ça enlève un certain charme et une certaine dignité dans la fidélité à sa franchise et tout. Des valeurs qui malheureusement ont tendance quand même à disparaître petit à petit en NBA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les grandes lois du sport
chaque année, nous rappelle que super team ou pas, à la fin, sur le terrain, toutes les équipes, elles obéissent aux mêmes règles. C'est-à-dire que faut être en forme à 100% quand ça compte. Faut qu'à un moment donné, il faut que ça raque si tu veux garder les gros contrats, donc la thune rentre en jeu. Un peu de chance. Il faut de la chance. Donc en gros, les grandes contraintes, tu vois, elles restent les mêmes. C'est-à-dire que on a vu des super teams réussir. Boston avec Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce, putain, c'est un strike, ils sont champions direct, quoi. C'est fort, tu vois, genre ils font deux énormes trades à l'été, 8 mois plus tard, champion. Alors que Boston n'avait pas été champion depuis un petit moment, depuis une bonne vingtaine d'années, tu vois. Oui, une bonne vingtaine d'années, donc c'était quand même chaud. Donc ça, c'est intéressant. Les Warriors de Kevin Durant, bon là, c'était un truc de fou furieux, mais n'empêche qu'ils ont été champions eux aussi direct. Et quand ils ont eu moins de chance, ils n'ont pas eu la santé, ils se sont fait fumer en finale par les Raptors de Fred VanVleet et Pascal Siakam, tu vois. Et on oublie un autre paramètre dont on ne parle jamais dans les super teams. On n'en parle jamais. Le coach. C'est-à-dire que les super teams qui ont réussi, elles ont souvent un point commun. C'est qu'en fait, il y avait un coach à la hauteur de l'événement et de la team. Ah, merci Billy Donovan. Non mais attends. Mais Billy Donovan, excuse-moi, je ne sais pas si Darvin Ham est à la hauteur de ce qu'on lui met dans les mains aux Lakers. Je pense que Steve Nash n'était pas à la hauteur aussi de la gestion. Après, Kyrie Irving, Kevin Durant, tout ça, je sais pas. Mais Steve Nash, c'était compliqué, tu vois. Alors que par exemple, Spoelstra, pourtant tout le monde les détestait, mais n'empêche que Spoelstra, et il y a eu des conflits, les mecs l'ont dit et tout, mais n'empêche que 4 ans, 4 finales, 2 titres. C'est un bon bilan. De super team, je veux dire. Je suis d'accord, c'est très vrai sur le côté coach qui découle de la structure, donc comme on l'a dit, de l'identité, parce que combien de fois on a loué la capacité, mais extraordinaire, et qu'on a pris pour acquis, de Steve Kerr, Bob Myers et Stephen Curry à intégrer Kevin Durant, et à dire, ok, on enlève nos égos, et on va faire en sorte, pour le résultat commun, de s'assurer que tu sois bien. Après, il est parti au bout d'un temps assez court, finalement, de 3 ans. Ouais. Mais l'intégration a été modèle. Miami fait partie de ces franchises modèles où tu sais que tu vas être bien intégré, tu vas être bien apporté, etc. Donc c'est sûr, ça passe par le coach, ça passe par le GM, ça passe par la structure de ta franchise, qui fait que du coup, certaines franchises, on s'est dit, on sait pas trop ce que ça donne en termes d'intégration. Ça a joué des tours à certains gars, parce que certains se sont demandé, par exemple, sur le marché de la free agency, est-ce que je vais vraiment rejoindre Mark Cuban? Et c'est pas un 10 contre les Mavs, mais il y a eu beaucoup de punchline sur les Mavs, sur le fait qu'ils avaient loupé et Deron Williams, et Dwight Howard, et d'autres garçons, et qu'ils ont dû parfois se rabattre sur des plans B. Parce qu'il y avait aussi des agents et des joueurs qui voyaient Mark Cuban et se sont dit aussi, attention, je sais pas si j'ai envie de rentrer dans ce genre de sauce-là. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des Mavs, parce que pour le coup, ils viennent d'ajouter Kyrie Irving. Je pense pas qu'on puisse encore parler pour l'instant de super team à Dallas. Non. Mais t'en es pas si loin, t'es à une pièce. Bien sûr, t'es à une pièce. Et vu les pièces qu'il a et tout, Mark Cuban en plus, il a bien le profil. Mark Cuban, il a bien le profil à dire attends, comment ça se passe? Si je te donne Maxi Kleber, Christian Wood et Cat Twix et je sais pas quoi, je peux avoir Pascal Siakam ou tu vois, genre un gars quand même plutôt dans le front de courte a priori quand même, parce que le backcourt est déjà... Et là, est-ce qu'on parlerait de super team ou pas à Dallas? Non, c'est vrai. Peut-être que oui, Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on doit forcément lier à la taille du marché? C'est-à-dire qu'on a beaucoup vu... Ça aide pour le thune, parce que ça coûte cher. On a beaucoup vu des équipes de grandes villes pencher vers ça, alors que les équipes de petites villes savent qu'elles doivent passer par une route totalement différente, parce qu'à la free agency, déjà, tu as perdu une carte. À la free agency, même dans les trades. Et pour les trades, c'est compliqué. Mais déjà, à la free agency, si tu es Utah, Indiana, Atlanta, ne sais-je, et que t'es pas très fort, même Phoenix n'a pas été non plus un endroit incroyable en termes de free agency. Non, jamais. Trop. C'est plutôt des trades qu'on ramène les gros joueurs à Phoenix. Tout à fait. Steve Nash, Charles Barkley. Là, Kevin Durant, même Chris Paul, c'était un trade. Chris Paul. Donc du coup, il faut que tu saches les cartes avec lesquelles tu vas pouvoir jouer. Il y en a qui, identitairement, vont continuer à faire ça. On rigole souvent des Lakers, mais tu n'as pas de temps de développement chez les Lakers. Non. Et d'ailleurs, je pense que ça brille tout de suite. Les Pelinka et les Kupchak, quand ils signent leur contrat en tant que nouveau exécutif, ils savent, genre, mec,
ne crois pas que tu vas pouvoir développer tes gars pendant 4-5 ans. Hein. Parce que nous, dès qu'on peut, on veut de la star. Mais oui, et alors les Lakers, en plus, ça date pas d'hier. Je veux dire, Karim Abdul-Jabbar, à l'époque, ils vont le pécho. Tu vois, ils vont le pécho. Karim Abdul-Jabbar n'est pas un produit formé à Los Angeles. Wilt Chamberlain. Joueur de basket. Wilt. Ensuite, je sais pas, en 96, je crois quand même qu'ils ont. Ok, ils ont drafté Kobe, mais je crois quand même qu'il y a eu une petite signature pendant l'été, un peu grosse, qui prend de la place, qui s'appelle Shaq. Tu vois, genre, ça, c'est typiquement du move à la Lakers style, quoi, hein, clairement. Donc, c'est leur histoire qui est ainsi faite. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, je me pose vraiment la question quand je vois les réactions un petit peu qu'il y a, c'est est-ce qu'on va voir ce phénomène perdurer? Je suis d'accord avec toi, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est une formule pour aller gagner le titre. Un des trucs qui pourrait le couper dans son élan complètement, c'est que s'il y a des renégociations pour le CBA, justement, tu vois, les accords collectifs entre les franchises, la NBA et les joueurs, et que ça soit plus strict, plus dur, qu'on aille avec moins d'exceptions, tirer plus vers un hard cap, j'y crois pas vraiment, mais quelque chose de plus ferme, ça pourrait mettre des obstacles contractuels où en fait, c'est pas que le mec veut pas mettre l'argent, c'est qu'il n'a pas le droit, il ne peut pas. Donc, tu vois. Et est-ce que si tu es par exemple les Knicks, qui pendant des années ont voulu être pertinents, ont voulu être performants, ont voulu attirer des gros, et que là on voit tous ces faits qui s'accumulent, est-ce que les Knicks par exemple pourraient sortir de cette voie qui n'a pas marché et se dire putain, en fait on va faire des coups de poker sur certains, on va devenir bon, ou est-ce que quoi qu'il en soit la nature va revenir au galop, les Knicks vont vouloir faire péter le gros trade là de zinzin parce qu'il faut une star sur Broadway, quoi. Je serais très surpris que la nature revienne pas au galop. Moi aussi, mais très surpris. Ce qui a manqué aux Knicks, c'est vraiment c'est intéressant, là, ce qu'ils font. Un plateau de résultats suffisant. Oui, mais justement, là, ils commencent à avoir l'équipe et les assets pour faire péter une star. Comme ils l'ont fait au début des années 2010 avec Melo. Tu vois, et là, tu vois, non mais regarde aujourd'hui. Même Léon se marre. Aujourd'hui, Bastien, cet été, là, je suis pas gros. Si les dirigeants des Knicks commencent à faire fuiter sur le marché, genre, qui veut un package RJ Barrett, plus Obi Toppin, plus Obi Toppin, plus je sais pas quoi, potentiellement tu vas peut-être pouvoir aller chercher un peu comme l'a fait. Alors, c'est pas une super team vraiment, mais ils ont quand même fait un énorme trade. Là, t'en as deux. Il y a les Cavs qui sont allés chercher Donovan Mitchell pour ajouter quand même Donovan Mitchell à un effectif déjà fourni. Par contre, c'est la seule vraie... je sais pas si c'est une superstar Donovan Mitchell, tu vois, mais c'est quand même du niveau fort, quoi. Très grosse star. Et tu as les Wolves. Alors, ils ont fait venir Rudy Gobert. Je mets pas Rudy Gobert dans la catégorie superstar, mais par contre, Anthony Edwards en a bien le profil. Et Karl Anthony Towns, on sait pas, mais en tout cas, il en a le talent. Tu vois. Donc, est-ce que les Wolves pourraient un jour, en fait, finalement, se dire waouh, ok, ils étaient pas loin d'être une super team quelque part. Après, ils ont drafté Anthony Edwards. Mais ils ont drafté Anthony Edwards et ils ont drafté Karl Anthony Towns. Et je pense que du coup, ils ont retradé D'Angelo, donc ils comptent plus. Tout à fait. Mais si tu as un jour du succès pour les Wolves avec cette structure-là, et on leur souhaite, en tout cas on vous le souhaite, je pense qu'on sera beaucoup plus sur le curseur Celtics de. Vous aviez développé Towns, vous aviez développé Anthony Edwards. Et vous avez fait le move. Vous avez fait le move de troisième pièce de Jrue Holiday, qui rejoint les Bucks et qui essaye de... Non mais ça me va. Mais on est d'accord qu'au final, super team ou pas, ils sont tous liés aux mêmes règles à la fin sur le terrain. Et ils ont tous les mêmes contraintes finalement. La santé, la thune avec les contrats, avoir un bon coach qui met tout ça en musique tactiquement. Tu vois, ce sont des paramètres qui sont absolument immuables. Le basket, même s'il est très individualisé aujourd'hui, reste un sport collectif où il faut que l'équipe tourne. Je réfléchis juste à la NBA dans 2-3 ans, parce qu'on le sait, c'est une ligue de phénomènes et de vagues. Et à chaque fois, il y a des tendances. Donc là, on a été dans le player empowerment, mais il y a beaucoup de gens, fans, agents, GM, franchises, tu as parlé des renégociations contractuelles, là, il y a des propriétaires de franchises qui pètent des plombs. Parce qu'en fait, tu as tellement donné... Moi, je suis pour le pouvoir dans les mains des joueurs, hein, qu'on soit très clair. Mais il y a tellement de pouvoir qui a été donné qu'il y a aussi des décisionnaires de franchise qui disent « Attends, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Moi, je me suis acté sur le fait que j'allais garder ce mec pour 250 millions de dollars sur 5 ans. Je cite personne. Et donc, du jour au lendemain, il part. Mais fuck, moi, je préfère du coup beaucoup plus prendre un mec que je vais former, que je vais bien chérir, qui va rester là, à qui je vais apprendre l'histoire de cette franchise, la culture de cette ville, la communauté, pour bien le cimenter. Et parce qu'après avoir eu toute cette période de player empowerment, les joueurs bougent et vont, échangent de maillot, échangent de transfert, je ne serais pas étonné qu'il y en ait aussi qui disent le nouveau 2012, la nouvelle modernité,
c'est d'aller loin avec sa propre franchise. Et on le voit là déjà des jeunes qui prennent ces positions-là. C'est à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont la tenir ? Toute la question est de savoir s'ils vont la tenir. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui voient le backlash qu'il y a sur des KD, des Kyrie, des Harden, etc. et qui se disent, moi je suis Zion, j'ai envie de réussir à New Orleans. Je suis Anthony Edwards, certes j'en chie, mais je veux réussir à Minnesota. Devin Booker, il aurait tous les droits de partir, je pense qu'il veut réussir à Phoenix. Non, et Luka, pareil, t'as l'impression qu'il veut réussir à Dallas, tu vois, parce qu'il y a Dirk. Je pense que c'est aussi dans les mentalités, surtout du côté du sportif. Parce que côté proprio, les proprios, des fois on les entend, ça chouine et tout. Ce sont quand même eux qui se font le plus de blé avec la NBA. Hein. Donc, tu vois, à un moment donné... j'entends ton argument, mais ils vont dire, tiens, tais-toi, prends 1 million, et ils vont dire, on n'a pas envie que ça continue à se passer comme ça. Oui, mais ils vont avoir, en tout cas d'un point de vue business, ils vont avoir du mal à le justifier. Ça va être compliqué quand même. Tu vois, là aujourd'hui, on est dans un âge d'or de la NBA où au niveau business, je pense qu'elle a jamais aussi bien marché, elle a jamais brassé autant de pognon en termes de droits télé. Les joueurs n'ont jamais été aussi bien payés, bien évidemment, en NBA, et les franchises n'ont jamais fait autant de bénéfices tout en même temps ou quasi. Genre là, faudrait, je sais pas, ça fait quand même plusieurs années, il faut regarder les chiffres, mais les franchises gagnent toutes de l'argent. Les valorisations des franchises, je veux dire, on a vu là les Suns, le mec il a dû mettre 4 milliards sur la table, donc on n'est plus sur du proprio un peu famille et tout ça, ce sont des poules de milliardaires qui brassent des sommes absolument colossales. Ça, y a pas de problème. Et s'ils ont l'occasion de faire du bise, je veux dire Matisse Bia pour prendre l'exemple des Suns, businessman qui aime le basket, où il a voulu mettre un coup dans la fourmilière parce que je pense qu'il croit au côté super team des Suns en ajoutant Kevin Durant, et aussi je pense qu'autour de lui il a une petite équipe marketing business qui lui a dit de toute façon mon poteau le numéro 35 violet, quand on va le mettre en vente tu vas voir comment ça va s'arracher. Phoenix étant quand même une grosse ville avec un gros bassin de population, oui. Ça compte aussi quoi. Bien sûr, mais si tu regardes en tout cas les champions des 15 dernières années, il y a cette espèce d'inévitabilité sur la culture, c'est-à-dire tu peux tourner autant que tu veux autour du pot. Golden State a réussi à instaurer sa culture. San Antonio a imposé sa culture. Miami a imposé sa culture. Les Lakers... Il n'y a qu'une exception, presque, c'est les Lakers de 2020, on va dire, peut-être, allez. Les Raptors de 2019, un peu exception. En quoi ? C'est du ground-up, hein. Oui, c'est du ground-up auquel tu ajoutes Kawhi Leonard pour un one-shot. Dans un transfert, tout à fait. Non, mais ça a été leur gros coup. Sans Kawhi Leonard, je sais pas s'ils sont champions quand même. Tout à fait. Mais je pense que personne ne parle de vrai super team avec Toronto parce qu'ils se sont dit, attends, tu sais quoi, on avait du Lowry qui a été développé sur place. Mais la culture est là. Siakam, et ils ont dit, tu sais quoi, on va continuer à buter, et à un moment, on va faire ce move-là. Mais donc, du coup, je me demande juste là si sur les prochaines années, tu parlais contractuel par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des proprios ? Je suis d'accord avec toi, hein, c'est un pool de milliardaires, il n'y a pas à discuter. Mais est-ce qu'il y en a aussi qui vont commencer à dire, tu sais quoi, en fait les contrats de 5 ans, là, 6 ans, là, commencent à casser les couilles, on va commencer surtout à privilégier des contrats de 1 ou 2 ans, puisque les mecs maintenant, en fait, on leur donne 5 ans, mais on n'a aucune certitude sur le fait que les mecs vont bouger, puisqu'on a des mecs qui signent et au bout de 12 mois disent, je veux être transféré, je suis propriétaire de mon contrat. Est-ce qu'il y a aussi des discussions qui vont avoir lieu dans ce sens, pour que on en revienne à bravo Denver, bravo Milwaukee, bravo Memphis, bravo Boston, pour aussi développer quelque chose de structurel et d'identitaire. Oui, je pense que de toute façon le structurel, c'est ce que je disais, quoi. Ils ont tous les mêmes contraintes. En gros, si t'as pas de culture, si t'as pas d'âme, même avec une super team, en fait, tu gagnes pas. C'est ce que nous montre l'histoire de ces 15 dernières années. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Par rapport au côté le joueur qui est propriétaire de son contrat et tout, bon, c'est un peu plus tricky parce que c'est surtout le vrai player empowerment, c'est surtout un superstar empowerment. C'est-à-dire que si tu es Kevin Durant et que tu commences à demander ton transfert, on va te transférer, quoi, parce que c'est trop compliqué de te garder, tu coûtes trop cher si t'as pas envie et tout. Les role players, même les stars, pas forcément superstars, n'ont pas ce loisir. Beaucoup plus compliqué pour elles. Donc c'est surtout un truc de superstar. Et ça, je pense pas que ça va changer, que ça va être très compliqué en fait à mettre en place pour les propriétaires. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement tu peux avoir de plus en plus de propriétaires qui rechignent et de dirigeants au global qui rechignent à donner des contrats trop longs à quelques exceptions près, parce que déjà ils ont de moins en moins de sens à cause du côté volatile des types. Ça bouge tous les 12 mois. Et en plus,
il y a un autre truc qui a été beaucoup critiqué, et je suis assez d'accord avec, et ça je pense que ça va être révisé lors des prochaines négociations salariales, c'est le contrat qui augmente avec le temps. C'est-à-dire quand tu files des contrats à des mecs de 30 piges qui sont encore bien dans leur prime, tu leur donnes 5 ans, et en fait au bout de 2 ans on est là, genre what the fuck, Ah bah là, les Westbrook, machin, John il Wall, arrive les plus à machins. courir, il gagne le 2e salaire de la ligue, waouh, c'est chaud, c'est une impasse. Ce système de contrat max qui augmente avec le temps crée beaucoup trop d'impasse. C'est-à-dire que c'est quoi la prochaine étape? On va être là, on va dire ouais, Damian Lillard, c'est un scandale, comment il est trop payé. On va avoir oublié comment le mec est trop fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est vicieux, c'est dangereux. Il y a un côté impasse qui, à mon avis, doit être retravaillé et qui joue, qui, s'il est retravaillé, refavorisera la construction de super team. Parce qu'en fait, tu vas leur refaciliter le chemin contractuel. Tu vois ce que je veux Oui, dire? bien sûr, mais ça va être fascinant, je trouve, sur les prochains mois et années, parce que s'il y a bien un truc qu'on s'est dit quand on a terminé le live, tu vois, par exemple, de la trade deadline, c'est waouh, entre le play-in, entre ces modifications comportementales, etc., aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le plus d'audience dans la saison NBA? Limite, c'est la trade deadline et la free agency. Il y a des moments, je dis pas que ce sont les deux plus gros, parce que les Game 7 quand même, et les finales NBA, ça reste une dinguerie. Mais aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a un pas encore plus en avant qui a été fait par cette incertitude. Chaque 1er juillet, on ne sait pas. On vient de voir le 30 juin Kevin Durant demander son transfert. On vient d'avoir la trade deadline de Zinzin. L'année dernière, on a James Harden qui a forcé sa voix. Qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet prochain? Là, maintenant, tu sais quoi, Alex? Je regarde même plus maintenant les tableaux des free agents. Ça n'a quasiment plus de sens, parce qu'en fait, on regarde certes ceux qui vont devoir renégocier leur contrat, mais surtout, il y a des mecs qui disent bah, tu sais quoi, les playoffs, ça m'a cassé les couilles, je vais faire mon communiqué le 27 juin. Ouais. Et du coup, en fait, ta free agency, elle est énorme, parce qu'en fait, du coup, des mecs auxquels tu t'attendais pas, parce qu'ils sont encore en situation contractuelle, en cours, deviennent des agents libres. Ouais. Donc des agents libres pour lesquels il faut transférer, mais oui, je suis d'accord. Donc ça va continuer en fait. Oui. C'est ce qui fait que Dejounte Murray à Atlanta, c'est un transfert. Il n'était pas à la free agency, mais du coup c'est un des gros dossiers de l'été dernier. Ouais. Et on va en avoir plein en fait. Ouais, c'est sûr. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez dans tous les cas sur ces histoires de super team, parce qu'on voulait en discuter un petit peu. Dites-nous vos avis T'es dans les pour ou commentaires. contre toi alors au final? Moi je suis pour les super teams, parce que je pense que c'est important pour tout le développement de la NBA, pour le business. Mais tu sais pourquoi je suis pour surtout? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, pour la bonne mention. Pour nos amis les Mavs et nos amis les Hawks, si vous êtes curieux évidemment... Les Hawks, c'est une super team. Une super team. Bien sûr. Capella, Trae Young, Dejounte Murray. Non? Je suis bien d'accord. C'est un Big Three. Ouais, surtout quand on va transférer pour Karl Anthony Towns. Si vous êtes curieux, nous sommes le 15 et ça y est, on vous en a parlé, l'édition officielle spéciale Hawks et spéciale Mavs. Alex, elle est sortie? Elle est sortie. Bastien a eu gain de cause. Ouais. J'avoue que moi, un petit peu moins. C'est ce qu'on appelle Superstar Call. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, tiens, voilà des paires de Mavs. Donc les types, ils ont regardé les derniers playoffs, ils ont dit, ah, tu sais quoi, on va bien saouler Alex. C'est un peu Kyrie. Ouais. J'aimerais être transféré aux Lakers ou aux Knicks, mais en fait, on t'envoie à Dallas. En attendant, c'est joli. Ça se porte très bien, c'est léger. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez foncer dans la Descro, évidemment. Il fallait qu'on l'annonce pour la release officielle ce mercredi 15. Et d'ailleurs, s'il y a aussi des curieux et des curieux, vous pouvez foncer sur la Trash Talk Fantasy League, car ce soir, c'est le pic de la muerte. Je tiens à le préciser. Et oui, effectivement. Et donc, il y a notamment de la paire à gagner. Voilà, dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de ce sujet de Super Team. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite dans d'autres affaires. Ciao. À la prochaine. Ciao.